Bienvenue à toi Moussaillon pour ce 14e épisode. Je suis le capitaine Romain Rivière et je t'invite à embarquer tout de suite à bord du flot de l'histoire. Donc merci d'abord à toi pour ta présence. Donc si ça fait longtemps que tu nous écoutes, je suis très content que tu sois encore là parmi nous aujourd'hui. Et si c'est la première fois, laisse-moi t'expliquer rapidement qu'est-ce que le flot de l'histoire. Le flot de l'histoire, c'est le podcast culturel qui mêle histoire, société, environnement. C'est un podcast qui vogue à travers l'espace et le temps quand les vents lui sont favorables, afin d'apprendre du passé pour construire aujourd'hui le monde durable de demain. Avec un mantra, on sait où l'on va quand on sait d'où l'on vient. Donc arrime-toi bien et profitez-en car nous allons bientôt lever l'ancre. Mais avant de ça, je voulais te rappeler que je fais des accompagnements en communication. Donc si tu es bloqué avec les mots, que tu as envie d'écrire un livre, que tu as un projet à impact positif et que tu as envie d'être accompagné dans ta rédaction parce que tu n'y arrives pas et que tu as envie de donner vie à tes pensées, contacte-moi et je pense je pourrais t'aider. Voilà. Donc tu peux me contacter à contact@romainrivière.net ou alors directement sur mon site romainrivière.net. Donc aujourd'hui, cet épisode est la deuxième partie de ma thématique consacrée à l'énergie, parce que je te rappelle que tous mes épisodes sont construits en deux parties, avec une première partie où j'explique un concept historique à l'aide d'un personnage historique. Donc pour l'énergie, j'avais choisi Nikola Tesla. Donc, si tu ne connais pas Nikola Tesla, je t'invite vraiment à écouter l'épisode précédent. Parce que Nikola Tesla, c'est celui qui me permet aujourd'hui, en fait, de te proposer ce podcast. C'est lui qui a inventé le courant alternatif que nous utilisons aujourd'hui. Et plein d'autres choses. C'est un inventeur de génie qui a mis en place pas mal de choses, qui a mis en place la téléphonie. Enfin, bref, je te passe un petit peu les détails. Mais je t'invite vraiment à découvrir Nikola Tesla si tu veux savoir comment fonctionne le monde d'aujourd'hui, parce qu'il avait vraiment prévu beaucoup de choses qui se sont réellement passées. Voilà. Donc aujourd'hui, on va faire la deuxième partie, on va t'expliquer en fait comment mettre en place le concept de l'énergie aujourd'hui, comment avoir une énergie plus durable, plus verte. Et pour ça, j'ai l'honneur d'être avec Elisabeth Aubert qui va nous expliquer ces concepts. Donc bonjour Elisabeth. Bonjour Romain. J'espère que tu vas bien. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie et voilà. Très bien, oui. Donc effectivement, je suis Elisabeth Aubert. Je suis ingénieure de formation avec une spécialisation en physique-chimie et j'adore les sciences, j'adore apprendre. Et je suis également très engagée depuis toujours, je pense, sur les sujets relatifs à l'écologie et à la cause animale. Et j'essaie aussi, dans ma vie professionnelle, de rester alignée par rapport à ces valeurs et ces engagements. Et en fait, je travaille depuis plus de 15 ans sur les nouvelles technologies de l'énergie, l'innovation et le développement durable dans un grand groupe énergétique. Et en fait, après de nombreuses années dans le monde technique et opérationnel, à un moment donné dans ma carrière, j'ai eu envie de partager, de transmettre finalement ce que je savais sur tous ces sujets parce que j'ai la conviction que l'apprentissage tout au long de sa vie est clé. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui va de plus en plus vite, qui est de plus en plus complexe. Et donc aujourd'hui, je forme les femmes et les hommes du groupe dans lequel je travaille sur les sujets de la transition écologique et énergétique. En fait, je les aide à comprendre les enjeux, à comprendre les technologies, les nouveaux modèles économiques, pour les aider à prendre les bonnes décisions, pour accélérer les changements au sein de l'entreprise et puis aussi les changements auprès de nos clients. Voilà. Et puis, je suis également intrapreneuse. Je travaille à l'intégration de critères écologiques et sociétaux, en plus des critères économiques, dans les projets business. Voilà. Super, merci pour cette très très belle présentation. Du coup, on va commencer. Est-ce que tu pourrais me dire du coup, qu'est-ce qu'électricité? Qu'est-ce que ça représente? Alors, c'est un vaste sujet. Si je veux faire assez simple, en fait, l'électricité, c'est une forme d'énergie et c'est en fait un phénomène physico-chimique. En fait, la matière est composée d'atomes et au sein de ces atomes, on a des particules chargées, les protons chargés positivement et les électrons chargés négativement. Et en fait, un courant électrique est généré par le déplacement de charges électriques dans un matériau qui va du coup être dit conducteur. Et en fait, c'est un phénomène qu'on observe dans la nature depuis toujours. On peut citer la foudre, l'électricité statique, l'influx nerveux chez les êtres vivants. Et en fait, c'est seulement à partir de la fin du XVIe siècle qu'on a commencé à observer de plus près ce phénomène, à l'étudier dans le but d'essayer de le maîtriser et de le mettre finalement à notre disposition. Alors, ça, c'est pour la définition de l'électricité. Si on veut parler des moyens de production, aujourd'hui, on peut classer ces moyens de production en trois familles. La production à partir d'énergie fossile,
la production nucléaire et puis la production à partir d'énergies renouvelables. Alors, les énergies fossiles, on a le pétrole, le gaz, le charbon, qui sont issus de la transformation de matières organiques fossilisées. Ça, c'est finalement un mode de production qu'on connaît depuis très longtemps. À partir des années 50, s'est ajouté également la production nucléaire, qui est un mode de production très présent dans notre pays. Et en fait, ces deux modes de production sont des modes de production très centralisés. Donc, on a des centrales de forte puissance, de quelques dizaines à quelques centaines de mégawatts. Et puis, on a pendant longtemps, finalement, piloté ces modes de production d'électricité par essentiellement deux critères: le coût de production du kilowattheure électrique et puis également la sécurité des personnes et des installations. Et puis, en fait, on arrive aujourd'hui à la limite du modèle, puisqu'on le sait, hein, le stock de toutes ces énergies fossiles diminue dans le monde, puisqu'il faut un temps très très long pour que la Terre arrive à les fabriquer. Donc on arrive à l'épuisement, au début de l'épuisement des stocks. Le prix augmente. Et puis bien évidemment, au-delà du prix, il y a l'impact sur la planète qu'on connaît aujourd'hui, la pollution, des particules. Il y a des endroits dans le monde où ça devient très difficilement respirable. Et bien évidemment, le changement climatique sur ces modes de production d'énergie fossile. Et puis sur le nucléaire, on a également voilà, des sujets importants qui sont la gestion des déchets radioactifs et puis aussi la question autour de fin de vie de toutes ces centrales qui fonctionnent aujourd'hui. Voilà. Et paradoxalement, face à ça, on est dans un monde où les besoins énergétiques sont toujours plus grands. Et donc, on a été amené à réfléchir à d'autres technologies qui sont apparues depuis maintenant 20 à 30 ans, qui sont les technologies dites de production renouvelable. Et en fait, la base de cette production, c'est d'utiliser des énergies qui sont disponibles gratuitement et inépuisables, qui sont le soleil, le vent, l'eau des rivières ou la mer. Et donc, on peut citer comme technologie avec le soleil, on a les panneaux photovoltaïques qui vont produire de l'électricité. On va avoir l'éolien, qui soit terrestre ou marin. On va avoir la production hydraulique avec l'eau ou l'énergie marine. Et puis, en fait, ces modes de production renouvelables, ils sont un petit peu différents puisqu'ils sont plutôt décentralisés par rapport aux deux précédents que j'ai pu citer. Et puis, c'est plutôt des petites puissances. On va aller de quelques kilowatts à quelques mégawatts. Voilà, une éolienne, par exemple, c'est environ 2 mégawatts, donc beaucoup, beaucoup plus petit qu'une centrale. Et finalement, l'émergence de ces technologies va bouleverser le paysage énergétique, puisqu'on va avoir non plus de très grosses centrales qui vont distribuer très loin, mais finalement plein de petites sources d'énergie qu'il va falloir mailler entre elles. Donc, le réseau va commencer à se transformer, on va distribuer différemment. Il va falloir aussi compter toutes ces énergies. Et donc, on est en train de transformer finalement petit à petit le paysage de production d'électricité. Bah, super, c'est une réponse très très complète sur l'électricité. Est-ce que tu pourrais dire un petit peu plus en détail sur l'impact de ces énergies, l'électricité justement, que tu as mentionné, l'hydroélectricité, l'électricité, l'hydrogène. Quel est leur impact aujourd'hui sur nos vies? Oui. Alors, l'impact de l'énergie aujourd'hui, on l'a tous constaté, l'impact principal, c'est le changement climatique. Et la production d'électricité, elle émet des gaz à effet de serre, et notamment du CO2, qui est responsable du réchauffement climatique. Et finalement, comment on va mesurer ce changement, cet impact sur le changement climatique? On va regarder le nombre de grammes, le nombre de grammes de CO2 ou CO2 équivalent qui va être émis pour produire 1 kWh électrique. Et ça, on va le regarder sur tout le cycle de vie, donc l'extraction des matières premières, le transport, la production de l'électricité dans la centrale, sa distribution et son utilisation. Et en fait, c'est important. Donc, on parlait d'énergie renouvelable. Pourquoi on les dit renouvelables? En fait, c'est important finalement d'avoir en tête ces ordres de grandeur pour comprendre finalement quel est leur réel impact. Et donc, si je cite quelques ordres de grandeur, les centrales au charbon qui produisent de l'électricité vont émettre 1000 grammes de CO2 par kilowattheure électrique. Le fuel, donc toujours dans les énergies fossiles, c'est entre 750 et 800. Et le gaz naturel, qui est l'énergie fossile la moins carbonée, on est à 400-450.
Et si on passe aux énergies renouvelables, donc tu citais par exemple photovoltaïque, on est à 30. Et donc là, on voit qu'on a un net écart d'émissions entre les énergies fossiles et les renouvelables. Donc le photovoltaïque va émettre 30 grammes de CO2 par kilowattheure. L'hydroélectrique que tu citais aussi précédemment, c'est environ 10-15 grammes. Et l'éolien, c'est 10. Voilà. Et entre les deux, on a le nucléaire qui va se situer entre les fossiles et les renouvelables, qui est à peu près à 60 grammes de CO2 équivalent par kilowattheure produit. Et donc, en fait, avec tous ces chiffres, on comprend très, très vite l'intérêt d'aller de plus en plus vers les énergies renouvelables aujourd'hui pour limiter notre impact sur le changement climatique. Et pour avoir un ordre d'idée, en France aujourd'hui, alors en 2019, ça c'est les chiffres de RTE, la part de renouvelables dans la production électrique était de 23%, ou que de 23% si je devrais dire. Voilà, sur l'impact. Et puis ça c'est une réponse technique, on va dire. Et sur la réponse plutôt sociétale, j'avais quand même envie de dire, et tu as dû en parler dans la première partie de ton podcast, de l'impact sociétal. Finalement, l'électricité a radicalement changé nos vies. Moi, je pense que c'est un des plus grands progrès qu'on ait pu faire aujourd'hui. Ça a changé nos foyers en nous apportant de l'éclairage, du confort. Ça a radicalement finalement changé nos modes de vie. Et ça nous paraît aujourd'hui totalement indispensable. Et ça a aussi, bien évidemment, permis une vraie révolution d'un point de vue industriel. Et ce que j'avais envie de rajouter, c'est qu'aujourd'hui, on est extrêmement privilégiés, on s'en rend pas forcément compte, mais il y a 140 millions de personnes aujourd'hui dans le monde qui sont encore privées d'électricité. Ça, c'est des chiffres de la Banque mondiale. Et la Banque mondiale estime qu'en 2030, donc dans 10 ans, il y aura encore 650 millions de personnes qui sont privées d'accès à l'électricité, pour une grande majorité en Afrique subsaharienne. Et donc ça, c'est un vrai sujet et c'est un combat important que doivent mener les ONG, les entreprises, les startups pour permettre cet accès à l'énergie. Et donc, en quoi les renouvelables ont un vrai rôle clé? En fait, si tu veux, moi, je pense que les renouvelables, comme c'est des technologies plutôt petites, elles sont facilement transportables, elles vont être faciles à installer. On peut ramener dans une zone assez éloignée ou aride quelques panneaux photovoltaïques, les installer dans un village. On a des kits panneaux photovoltaïques aujourd'hui qui sont dédiés à ça. Et du coup, dans ce village-là, on va pouvoir apporter de l'éclairage, l'alimentation de quelques équipements, notamment la recharge des téléphones portables. Et avoir un téléphone portable qui se recharge, ça peut aussi être, par exemple, avoir accès à des services en ligne de la banque. Et en fait, l'électricité va ramener finalement beaucoup de choses avec elle. Et donc, ces énergies renouvelables vont permettre à un moment donné, finalement, d'amener l'électricité là où on ne pouvait pas aujourd'hui construire des centrales très importantes qui nécessitent une maintenance et un suivi extrêmement fort. Voilà. C'est hyper intéressant, tu as soulevé beaucoup de questions intéressantes, surtout sur le cycle de production de l'électricité et leur impact complet. C'est quelque chose qu'on ne mentionne pas assez souvent et qu'on voit justement quel est l'impact réel sur la fin de la cycle de production, sur quand on l'utilise et pas sous le terme de la production. Donc ça, c'est hyper intéressant et malheureusement, tu as cité quelques chiffres aussi qui montrent on a beaucoup de chance aujourd'hui de bénéficier de l'électricité et qu'on s'en rend pas forcément compte et qu'une bonne utilisation, ça serait très 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 bien pour le futur. Merci pour cette réponse très complète et très technique. Mais voilà, maintenant ça m'amène à la question suivante sur du coup quelle est la vision pour demain pour l'énergie en fait. Quelle est ta vision sur l'énergie et notre utilisation? C'est pas une question facile. Je pense vraiment qu'il n'y a pas de technologie idéale. Il s'agit plutôt d'avoir une combinaison de toutes ces technologies. Même si aujourd'hui on comprend bien qu'il faut qu'on tende à un maximum de technologies renouvelables. Donc idéalement, il faudrait qu'on aille vers du 100% renouvelable. Et pourtant, aujourd'hui, c'est pas possible. On a encore deux challenges importants à résoudre. Le premier, c'est l'intermittence. Ouais. Effectivement, je le disais, les énergies renouvelables, elles sont basées sur le soleil, le vent, et pourtant, il fait nuit à un moment donné dans la journée. Il y a des moments où on n'a pas de vent, et donc finalement, les énergies renouvelables, on ne va pas forcément les produire au moment de produire cette électricité
au moment où on a besoin. Par exemple, on a en France un gros pic de consommation d'électricité à 19 heures en hiver. On peut être à un moment donné où il n'y a pas de soleil, donc on ne peut pas produire par du photovoltaïque. Et puis, il n'y a pas de vent, donc on ne peut pas produire avec des éoliennes. Et donc, aujourd'hui, on a cette intermittence. Et donc, on a toujours besoin des autres modes de production que sont le nucléaire, les centrales gaz, dans certains pays également les centrales au charbon. Et donc ça, c'est un premier frein à l'utilisation à 100% du renouvelable. Et deuxième frein, puisque on ne peut pas produire quand on veut, idéalement, il faudrait produire au moment où c'est possible et ensuite stocker. Mais sauf qu'en fait, aujourd'hui, on a encore de grosses difficultés à stocker l'électricité. On a du mal à dompter ces électrons et on n'arrive pas à les stocker à grande échelle. Et ça, c'est un vrai défi technologique. Alors aujourd'hui, on a des batteries qu'on connaît, par exemple, dans les voitures. Mais les batteries, elles vont avoir une plutôt petite capacité de stockage, une durée de vie limitée et puis un impact écologique important. Donc, il faut mettre en place toute une filière de recyclage autour de ces batteries. Et donc, finalement, avec ces deux challenges technologiques qu'on doit résoudre aujourd'hui, ça pose un certain frein au développement massif des énergies renouvelables. Voilà. Et alors, sur le stockage, du coup, la communauté scientifique travaille énormément sur ce sujet depuis des années. Et j'avais envie d'illustrer et de parler d'une des technologies que je trouve hyper intéressante, qui est le power to gas, donc power électricité to gas, donc de l'électricité vers le gaz. Et en fait, ça consiste à utiliser l'électricité fatale qui est produite. Par exemple, si on prend le cas d'une éolienne qui va tourner en plein après-midi, à un moment où on n'a pas besoin d'électricité, toute l'électricité qui est produite, on va essayer de la récupérer. Et donc, en fait, on va l'envoyer vers un système d'électrolyseur. Donc, on va envoyer de l'électricité dans l'eau. Alors, l'eau, la molécule, c'est H2O. Et en fait, l'électricité va couper cette molécule en deux, si je peux donner cette image. Et donc, H2O, d'un côté, on aura du H2, de l'hydrogène, qui est un gaz, et de l'autre côté, O2, l'oxygène, donc on connaît, qui est dans l'air. Et en fait, l'hydrogène sous forme de gaz, du coup, il est beaucoup plus facilement stockable. Donc, du coup, on passe de l'électricité à de l'hydrogène. Et en plus, l'hydrogène, il a la caractéristique d'être un gaz vert quand il est produit comme ça. En fait, en combustion, l'hydrogène n'émet pas du tout de CO2. Et donc, c'est une façon intéressante de transformer l'électricité en gaz. Et cet hydrogène, on peut aussi le transformer par d'autres réactions en méthane et, par exemple, l'injecter directement sur le réseau de gaz. Voilà. Et donc, cette technologie, elle est aujourd'hui à l'état de démonstrateur et on travaille aujourd'hui à baisser les coûts de cette technologie. Voilà pour illustrer un peu toutes les recherches autour des énergies renouvelables. C'est top. Ouais, les coûts sont un facteur à prendre en considération qui est important et qui limite justement l'accès. Quand on parlait tout à l'heure, certaines régions qui n'ont pas encore accès à l'électricité, je pense qu'il y a une question de coût qui rentre là-dedans, qui est assez importante. Totalement. Et tu parlais aussi de la question du stockage. C'est une question aussi qu'on parle pas assez souvent, justement, qui est un petit peu gommée quand on parle d'énergie, justement, et quand on analyse en fait le coût en énergie et l'impact de l'énergie environnementale. Donc ça, c'est des questions, je pense, qui sont hyper importantes. Et est-ce que, du coup, en parlant de toutes ces énergies, est-ce qu'il y en a une qui serait meilleure que les autres? Est-ce qu'il y a une énergie qui serait meilleure que les autres? Et puis, comment on devrait l'utiliser et comment on pourrait faire pour, justement, utiliser pour demain, en fait? Comment ça se passerait demain si on devait utiliser une seule énergie? Est-ce que c'est possible? Oui, alors la question, elle n'est pas simple. Je peux pas citer l'énergie en particulier. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure énergie. En fait, elles ont toutes certaines caractéristiques. Elles ont toutes des avantages et des inconvénients. Et je pense que le plus important, selon moi, c'est vraiment de réfléchir à nos choix. Et là, c'est valable finalement quand on est consommateur d'énergie, mais aussi pour tout autre produit de consommation. Et aujourd'hui, logiquement, on a le réflexe de réfléchir à la phase d'utilisation. Par exemple, dans les formations que je donne souvent cet exemple-là, le photovoltaïque. Donc, on va avoir un panneau solaire, on va avoir des photons donc du soleil qui vont taper sur ce panneau et qui vont déclencher le mouvement des électrons et créer de l'électricité. Et
on se dit, quand j'achète ou quand je mets sur mon toit un panneau de photovoltaïque, j'émets pas de CO2. Et pourtant, quand on a discuté dans ta question précédente, j'avais dit que le photovoltaïque avait quand même une émission de CO2 de 30 grammes par kilowattheure produit. Et en fait, quand on se dit le photovoltaïque n'émet pas de CO2, c'est parce qu'on pense au moment de l'utilisation, quand il est sur votre toit, qu'il est branché à la maison et qu'on l'utilise. Mais en réalité, ces 30 grammes de CO2, ils viennent de tout le cycle de vie finalement de ce panneau. Parce que ce panneau-là, on a été initialement extraire des matières premières, notamment du silicium, pour sa fabrication. Ce silicium est transporté dans une usine, on va fabriquer le panneau. Ensuite, on va de nouveau le transporter, il va être distribué, installé dans une centrale ou chez un particulier. Et puis, il va y avoir aussi sa fin de vie qui peut être une réutilisation, du recyclage et dans le pire des cas, la décharge. Et donc, en fait, ce qui est important dans les choix qu'on peut faire quand on achète un produit énergétique ou tout autre produit, c'est d'avoir en tête tout ce cycle de vie. Parce que si je reviens à mon histoire de panneau, un panneau solaire fabriqué par exemple en Chine avec une centrale au charbon qui va donner l'énergie nécessaire à la fabrication de ce panneau, eh ben, il n'aura pas le même impact qu'un panneau solaire fabriqué également en Chine, mais à partir de production électrique 100% renouvelable. Et donc, on n'aura pas du tout le même niveau de CO2. De même, s'il a été transporté, je ne sais pas, par avion ou par cargo ou par bateau avec, je ne sais pas, une propulsion électrique, on n'aura pas du tout la même quantité de CO2. Et donc, aujourd'hui, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Et donc, il faut à chaque fois, finalement, essayer de s'interroger sur la façon dont a été fabriqué et sur la fin de vie du produit qu'on va consommer. Et donc, finalement, réfléchir, c'est ce qu'on appelle la réflexion autour de l'analyse de cycle de vie de ce produit. Et là, on a parlé donc beaucoup ensemble du CO2, mais on peut avoir ce même type de réflexion finalement autour de d'autres données environnementales qui sont l'impact sur la consommation d'eau, la réflexion des matières premières. Et puis, on peut aller jusqu'à l'éthique, finalement. Est-ce que le produit que j'achète, est-ce que les matières premières n'ont pas été extraites par des enfants et puis aussi l'impact sur la biodiversité. Et donc, voilà, je pense que c'est ça. Il faut toujours essayer de se questionner. C'est pas simple. De demander de la transparence auprès des fabricants. Là aussi, c'est pas toujours simple. Et finalement, d'essayer modestement de faire les bons choix et limiter notre impact. Et j'aime bien dire, et d'ailleurs, je crois qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde sur ce sujet, mais j'aime bien dire que c'est important de passer du consommateur au consommateur. Je crois que c'est un terme qu'on utilise aussi. Et finalement, être acteur de nos propres modes de consommation pour essayer, à notre niveau, de limiter notre impact. Ouais, et puis je pense que tu as tout à fait raison, ça, le consommateur, exactement. On est tous responsables devant notre consommation et devant le monde qu'on veut construire aujourd'hui, le monde de demain qu'on veut construire aujourd'hui. C'est hyper intéressant. Mais du coup, j'aimerais bien te poser une question sur les autres énergies renouvelables. Est-ce qu'il y a d'autres énergies renouvelables à part l'électricité qui seraient possibles de mettre en place et qu'est-ce qu'elles apporteraient par rapport à l'électricité? Est-ce qu'elles peuvent se combiner ou... Ouais, tout à fait. Alors, il y a effectivement d'autres modes d'énergie renouvelable qui sont pas forcément l'électricité, qui peuvent être aussi de la chaleur. Je peux citer, donc, on a parlé du panneau photovoltaïque pour produire de l'électricité à partir du soleil. On a le panneau solaire thermique qui, lui, va, à partir de soleil, pouvoir produire de la chaleur. Donc là aussi, c'est de la chaleur renouvelable produite par le soleil. On peut citer aussi des technologies comme la géothermie qui existent depuis longtemps maintenant, qui vont puiser finalement le froid ou le chaud de la terre pour le restituer, par exemple, dans un logement. Et puis, on a également ce qu'on appelle les gaz verts, qui sont des gaz qui ont la particularité de ne pas émettre de CO2 à leur combustion. J'ai parlé de l'hydrogène tout à l'heure. Alors, l'hydrogène H2, c'est une molécule extrêmement simple. Elle a donc cet avantage de ne pas émettre de CO2. C'est un gaz, donc il peut être stockable. Et aujourd'hui, on a énormément de travaux autour de l'hydrogène. L'hydrogène comme gaz qu'on va pouvoir injecter dans les réseaux ou l'hydrogène au niveau des véhicules. Enfin, voilà, il y a plein d'utilisations.
Et aujourd'hui, il faut d'ailleurs bien distinguer l'hydrogène vert, qui est produit notamment, comme j'expliquais tout à l'heure, par l'électrolyse de l'eau, de la majorité de l'hydrogène qui est produite aujourd'hui dans le monde à partir des hydrocarbures et qui, lui, du coup, de nouveau, si on raisonne en analyse de cycle de vie, qui, du coup, n'est pas tout à fait vert, qui produit également du CO2. Donc là encore, il faut toujours avoir en tête, finalement, comment est produit ce gaz avant l'utilisation. Et puis aussi, on a tout un gisement que sont les déchets. Alors, on produit à notre échelle des déchets partout quotidiennement, et notamment les déchets verts, les déchets qui sont putrescibles. On peut aujourd'hui les méthaniser, donc on les met dans des espèces de grands digesteurs. On va faire une digestion anaérobie, donc sans oxygène, et des bactéries vont s'occuper finalement de dégrader les déchets et vont produire du gaz. Donc c'est tout un mélange de gaz qu'on va traiter jusqu'à avoir une composition qui est utilisable. Et donc ça s'appelle le biogaz. Quand il est très fortement épuré, ça va aller jusqu'au biométhane. Et donc là, on va avoir un gaz, comme il est issu des déchets, par convention, qui est un gaz vert qui n'émet pas de CO2. Et on va pouvoir l'utiliser comme on utilise, par exemple, le gaz naturel, de la même façon dans les réseaux, dans les voitures, en biométhane voiture, etc., etc. Et donc ça, c'est aussi une autre façon d'essayer de limiter notre impact, c'est-à-dire réutiliser finalement les déchets qu'on produit et en faire de l'énergie. C'est hyper intéressant, ça fait écho un petit peu à tout ce qui est zéro déchet, où on réutilise en fait les déchets avec tout ce qui est compost. Ça me fait penser un petit peu à ça quand tu parles de gaz qu'on réutilise, enfin de déchets qu'on réutilise. Oui, ouais, Je trouve tout que à je trouve fait. que c'est hyper intéressant. Et moi, j'avais aussi une question sur tout ce qui est biomasse. On parle beaucoup des biomasses. Qu'est-ce qu'il y en est des biomasses? On n'a pas encore évoqué ce sujet. La biomasse, tu as effectivement donc le biogaz, biométhane qui peut être considéré comme de la biomasse et qui donc du coup va être utilisé dans les usages que j'ai cités. Et après, tu as la biomasse type bois qui là aussi peut par certains procédés thermiques être transformée en gaz et être utilisée dans des centrales de production d'énergie. Ah, hyper intéressant. Moi, j'avais entendu aussi une petite nouveauté. Je sais pas si tu en as entendu parler. C'est des batteries de la société NDB qui vont faire des batteries en micro-diamants pour remplacer le lithium et qui seraient des batteries qui seraient rechargeables pendant 28 000 ans, ce qui est assez incroyable et qui seraient auto-régulées et qui n'auraient pas besoin de se faire recharger, ce qui changerait totalement la vie de nos batteries aujourd'hui, nos batteries de téléphone qui tiennent un jour ou deux. Ouais. Je sais pas si on te parlait de ce concept et si tu avais un avis là-dessus. Alors, j'en ai pas du tout entendu parler, mais par contre, je trouve ça extrêmement intéressant parce qu'effectivement, la limite de nos batteries aujourd'hui, c'est que elles ont une durée de vie limitée, donc on va devoir les changer, que ce soit les batteries de voiture, les batteries de nos téléphones, on le voit, au bout d'un moment, ça fonctionne plus. Et donc, elles génèrent énormément de déchets. Aujourd'hui, les filières de recyclage sont pas partout en place, et donc finalement, l'impact de ces batteries, si c'est pas correctement recyclé, peut être énorme. Donc, si on arrive à augmenter, comme tu le cites, plus longtemps la durée de vie des batteries, ça peut vraiment être une solution extrêmement intéressante pour la suite. Ouais. Parfait. En tout cas, merci pour tes réponses très instructives sur les énergies, sur l'électricité en particulier. Donc, je voudrais te remercier vraiment pour ta participation. C'était vraiment hyper sympa comme échange et hyper instructif. Merci en tout cas à toi. Ouais. Je suis ravie Voilà. de pouvoir intervenir. Stop. Du coup, je vais te proposer de passer à la deuxième partie où maintenant on va parler des questions un petit peu plus personnelles. Je vais commencer tout directement avec est-ce que tu aurais une citation à partager, une citation qui te représente, une citation qui t'inspire? Oui, j'aime beaucoup effectivement les citations. Il y en a une On est deux. Il y en a une que je trouve très belle et qui me correspond bien, d'autant que, comme je te l'ai dit, à un moment dans ma carrière, j'ai fait un peu un virage à 180 degrés. Je suis passée d'un vrai métier d'ingénieur à maintenant de la formation. Donc pour moi, c'est un vrai changement. Et donc, je suis vraiment convaincue de la formation et de l'apprentissage tout au long de sa vie. Et donc, la citation, ça serait une citation de Gandhi qui est vis comme si tu devais mourir demain et apprends comme si tu devais vivre toujours. Belle citation de Gandhi avec un grand personnage. C'est belle,
un bel exemple et puis un bel hommage à la vie. Vraiment, vraiment, vraiment intéressant, vraiment Ouais, pertinent. je trouve ça Ça, très inspirant comme citation, ouais, tout à fait. extrêmement inspirant. Bah merci. Est-ce que tu aurais maintenant une lecture, un podcast, une création artistique que tu voudrais partager, qui t'inspire aussi? Ouais, 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 alors bah, moi j'écoute pas mal de podcasts. Je trouve que c'est un média qui est hyper intéressant en fait, qu'on peut finalement emmener partout avec soi. Et donc je voulais te citer deux podcasts. Alors un premier qui s'appelle Une toute autre histoire, qui est un Je podcast connais bien, oui. voilà, de Guillaume Tostevin. Et en fait, je trouve que c'est un podcast qui a une approche originale parce que, alors moi, j'écoute beaucoup de podcasts sur l'histoire, hein, mais ce podcast-là, il mêle à la fois l'histoire et le management. Et en fait, Guillaume va nous raconter un événement ou un personnage historique. Et ensuite, il en tire les enseignements en termes de management qu'on peut appliquer aujourd'hui finalement dans notre quotidien en entreprise. Donc, je trouve ça assez innovant comme approche. Et puis, un deuxième podcast qui est sur un sujet différent, qui est sur le développement personnel. Alors, il y a plein de choses sur le développement personnel aujourd'hui, mais il y en a un particulier que je veux citer qui est Change ma vie de Clotilde Dussolier, parce qu'il a vraiment cette caractéristique d'être extrêmement clair, précis et concret. Et donc, c'est un podcast que j'apprécie beaucoup. Voilà. Et puis, une lecture aussi, alors, puisque le podcast était dédié à Nikola Tesla, Ouais. moi, j'aime bien la littérature de Paul Auster. Et en fait, j'ai souvenir que dans un des bouquins que j'avais lu, que j'avais beaucoup aimé, Moon Palace, il y a tout un passage sur la vie de Nikola Tesla. Et donc, ça pourrait faire écho à tout ce qu'on raconte aujourd'hui ensemble. Voilà. Ah, hyper intéressant. Ouais, ouais, je connais pas du tout, mais j'irai lire le bouquin et puis j'allais voir le petit podcast aussi. Change ma vie. Je ne connais pas du tout. Hyper intéressant. Merci pour ce partage. Est-ce que maintenant tu aurais un petit conseil à donner, pour l'énergie? Comment est-ce qu'on pourrait, j'aimerais être consommateur avec l'énergie. Waouh, pas simple. Alors, bah, c'est jamais évident de donner des conseils parce que je pense qu'on est dans un monde qui est de plus en plus complexe et finalement, on essaie tous, par tous nos moyens, d'essayer de comprendre et d'agir finalement correctement. Mais je pense que finalement, l'énergie la moins polluante, bah, c'est celle qu'on n'a pas consommée au final. Et c'est la même chose pour tous les produits de consommation, les téléphones, les vêtements. Si on veut pas aller droit dans le mur aujourd'hui et pour les prochaines générations, on doit aller vers de la décroissance, très clairement, que ce soit pour l'énergie, mais pour toutes les autres choses qui sont consommables. Et puis en fait, paradoxalement, on est dans une société où on nous incite toujours plus à consommer, où on nous donne l'impression que pouvoir s'acheter des choses tout le temps, des nouvelles choses qui sortent du dernier cri, ça va nous rendre heureux. Et ça, c'est pas vrai en fait. Et donc, le plus grand challenge de l'humanité pour moi aujourd'hui, ça va être d'arriver à aller vers une décroissance de nos modes de vie. Voilà. Ok, c'est intéressant. J'aime beaucoup le conseil, l'énergie qu'on n'a pas consommée, la moins polluante. Je pense que c'est une phrase clé de notre société actuellement qu'il faudrait mettre en place plus souvent. Merci à toi pour ce partage. Pardon. Est-ce que tu aurais une dernière chose à ajouter? Bah écoute, je pense qu'on a déjà pas mal parlé. Je voulais surtout te remercier, Romain, pour cette invitation, parce qu'effectivement, comme je l'ai dit avant, moi j'écoute beaucoup de podcasts, j'adore ce média, et ben je suis ravie de participer à un podcast aujourd'hui, et je suis ravie de cet échange. Voilà. Merci à toi. C'était un grand plaisir pour cet échange qui était très constructif et très intéressant sur le sujet de l'énergie. Je pense que moi j'ai appris plein de choses. J'espère que en tout cas vous aussi vous avez appris plein de choses. Donc je vous remercie. Donc merci à tous. Bon, cet épisode est maintenant terminé. Cette thématique aussi consacrée à l'énergie, elle aussi. Donc j'espère qu'elle t'a plu. J'espère que tu as appris des choses. J'espère que tu as passé un bon moment avec moi et avec nous. Donc en tout cas, merci beaucoup pour ta présence. Ça me fait vraiment très plaisir que tu m'écoutes. Vous êtes plus nombreux à m'écouter chaque fois, donc je suis vraiment trop content. Donc maintenant, si tu veux participer à l'évolution de ce podcast, tu veux m'aider à le partager, je t'invite à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça m'aiderait vraiment beaucoup à le faire connaître. Tu peux même maintenant mettre, si tu es plus à l'aise sur YouTube, à me mettre des pouces bleus aussi sur YouTube parce que le podcast commence à arriver sur YouTube. J'ai même exporté le format sur Twitch,
pour faire des directs, pour qu'on puisse être ensemble en direct, pour qu'on puisse échanger directement via cette plateforme. C'est une plateforme vraiment que je trouve vraiment incroyable. Donc n'hésite pas à me suivre également sur Twitch, ça m'aiderait beaucoup vraiment dans l'évolution de ce projet culturel. Donc maintenant, si tu as envie d'aller plus loin, si tu as envie d'aller plus loin pour m'aider à évoluer ce podcast, ben, sache que tu peux participer maintenant via Patreon pour le prix d'un café en terrasse à Paris. Tu peux m'aider en fait à financer ce podcast, à m'aider à le faire évoluer. Donc vraiment, en tout cas, merci beaucoup pour ton soutien, merci beaucoup pour ton aide. J'espère que vraiment, encore une fois, tu as appris quelque chose. Si tu as une question, si tu as un sujet, n'hésite pas à venir me voir pour m'en faire part et je verrai bien si ce sera possible. Donc en tout cas, je vais t'annoncer que le prochain sujet sera consacré aux excès, la prochaine thématique sera consacrée aux excès avec le personnage de Montesquieu. Voilà, donc j'espère que ça va te plaire comme thématique. Et en tout cas, je te dis à très vite et tout ça, que les vents te soient favorables. Ciao, ciao.